le focus sur ces questions qui sont des questions de souveraineté sanitaire, d'indépendance sanitaire, de capacité à produire en France et en Europe les médicaments dont nous avons besoin pour nous soigner, pour faire face à des épidémies qui, par principe et par définition, sont des phénomènes que l'on ne peut pas prévoir et qui posent des questions d'anticipation, de capacité de réaction. Et je pense que la situation actuelle a démontré à quel point cette capacité de réaction elle avait été mise en danger, handicapée par des politiques qui ont été mises en place depuis plusieurs années, mais je pense qu'on va en parler ensemble. Donc pour présenter nos invités, donc à ma droite c'est Pauline Londex qui est cofondatrice de l'Observatoire de la transparence sur les politiques du médicament, ancienne vice-présidente d'ACT UP et donc qui a une très bonne connaissance des questions liées aux politiques du médicament de manière générale et à qui on donnera la parole en premier. Et puis à nos côtés aussi Jean-Louis Perren qui est coordinateur adjoint de la CGT Sanofi. Donc je pense que tout le monde connaît Sanofi, qui est un de ces grands groupes pharmaceutiques, et donc qui va pouvoir nous donner aussi un point de vue peut-être plus syndical, plus un point de vue des salariés de l'industrie pharmaceutique sur les problématiques dont on veut parler. On avait prévu également d'avoir avec nous un collègue de la GUE qui s'appelle Marc Botenga, qui est un eurodéputé du Parti du Travail belge. Malheureusement, c'est il y a 2 jours que les restrictions sanitaires en Belgique ont été renforcées, donc malheureusement, il n'a pas pu se déplacer. Je vais essayer de porter la voix des eurodéputés, mais bon voilà, Marc voulait vous dire qu'il s'excuse. C'est vrai que cette année, les invitations internationales, ça a été particulièrement difficile en raison du contexte sanitaire. Voilà, moi je ne veux pas être plus long sur l'introduction, moi je parlerai en troisième et essayer de donner peut-être une vision de qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, de qu'est-ce qu'on a déjà fait. Les différentes propositions de loi, par exemple, qui ont été déposées à l'Assemblée nationale, le travail qu'on fait au Parlement européen, et puis qu'est-ce qu'on a aussi dans le programme de la France insoumise lié à ces sujets de relocalisation de l'industrie pharmaceutique. Mais pour commencer, je donne la parole à Pauline. Ouais, tu peux prendre celui-là. Si tu as celui-là, on alterne. Bonjour à tous et toutes. Donc c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Merci beaucoup à Manuel Montbard pour cette invitation. Et c'est un plaisir aussi de retrouver Jean-Louis Perren avec qui l'Observatoire a pu échanger depuis environ 1 an sur toutes ces questions. Donc l'intitulé, c'est la question de la relocalisation de l'industrie du médicament. Je pense qu'il y a une question qui est essentielle, un terme qui est essentiel. Merci beaucoup pour le café. Il y a vraiment un point qui est essentiel, c'est parler de relocalisation publique, c'est-à-dire d'industrie publique. Parce que, comme l'expliquera, je pense, le développera Jean-Louis, les industriels du médicament aujourd'hui, les multinationales comme Sanofi, font une sorte de chantage à la relocalisation privée. Nous, ce qu'on veut, en tout cas nous, l'Observatoire de la transparence, ce qu'on demande, et je pense que ça rejoint aussi une proposition de loi récente de la France insoumise au Parlement, c'est une production notamment publique du médicament, parce que c'est quelque chose de différent. Donc peut-être un petit peu pour donner un petit peu de contexte sur les questions du médicament en France. On constate une explosion, on peut vraiment parler d'explosion du prix des médicaments. C'est-à-dire qu'en 2014 est arrivé sur le marché en France de nouveaux traitements contre l'hépatite C. Ils ont été mis en France sur le marché pour 56 000 € pour 3 mois de traitement. Donc déjà c'était une explosion, par rapport aux précédentes classes thérapeutiques, c'était déjà un prix qui explosait absolument toutes les références précédentes. Malheureusement, ce que nous, on dénonçait à l'époque, c'était de dire si les autorités sanitaires acceptent un tel prix, on ne va plus pouvoir freiner les prix de l'industrie pharmaceutique quand l'industrie pharmaceutique demandera des échelles pareilles. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que depuis 2014, les prix des médicaments continuent d'augmenter. Par exemple, il y a une thérapie génique qui a été qui va être prochainement mise sur le marché, mais dans le cadre d'une utilisation temporaire d'utilisation, le prix négocié par le laboratoire Novartis avec nos autorités sanitaires, c'est 2 millions d'euros le traitement. 2 millions d'euros. Donc ça, c'était en novembre de l'année dernière. Donc bien sûr, pour 2 millions d'euros le traitement, notre système de santé solidaire va
jamais pouvoir absorber ça. C'est-à-dire que là, c'est une maladie rare, ça touche des enfants, etc. Mais on peut bien imaginer que si c'est des médicaments pour d'autres pathologies, etc., ce sera jamais supportable pour notre système de santé. Donc là, il y a un vrai souci parce qu'on voit bien où ça mène. Ça mène vers une privatisation du système de santé, ça mène vers un développement de mutuelles pour rembourser des médicaments avec des restes à charge plus importants, etc. Donc c'est dramatique et c'est pour ça qu'il faut freiner cette dynamique d'explosion des prix des médicaments. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé, avec Jérôme Martin qui est au fond de la salle là-bas, il y a 1 an, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, en se disant on a besoin de transparence sur différents éléments de la chaîne du médicament. Enfin, d'ailleurs, tous les éléments de la chaîne du médicament, de la production à la recherche et au développement, aux questions de prix, bien sûr, de volume d'achat, etc. Parce que ce qu'on constate, et c'est là où ça devient terrible, c'est que la plupart des médicaments que je viens de vous citer, leur développement, leur recherche fondamentale et leur développement est financé en grande partie par l'argent public. Donc ça veut dire qu'on paye au moins deux fois les médicaments. L'exemple que je prenais tout à l'heure du médicament à 2 millions d'euros l'injection, il n'a pas été développé par le laboratoire Novartis. Il a été développé grâce à l'argent du Téléthon, donc de l'argent caritatif, défiscalisé, donc de l'argent public, et de l'argent de l'INSERM, donc de l'argent public. Donc on paye une première fois, à travers, il y a bien sûr la charité, le Téléthon, etc., mais on paye en partie, grâce à l'argent public, la recherche et le développement, et ensuite on fait payer à l'assurance maladie une deuxième fois la même chose. Donc on paye au moins 2 fois pour les mêmes choses. Enfin, nous, citoyens, etc. L'État paye au moins 2 fois pour les mêmes choses. Donc on voit bien qu'il y a un problème majeur. Ce qui est terrible dans ce système, c'est que les industriels du médicament en demandent toujours plus. Donc vous avez bien vu récemment l'annonce de Sanofi, je crois que c'était mi-mai, sur le vaccin. C'était en juin. Donc Sanofi a déclaré qu'il mettrait en premier le vaccin, enfin s'ils arrivaient à un vaccin, ils le mettraient en premier sur le marché américain. Donc là concrètement ce qu'on a vu, pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est une sorte de chantage à l'aide publique, c'est-à-dire que c'était un message envoyé à nos autorités sanitaires pour dire on a besoin de plus d'argent, donc vous allez nous donner plus d'argent si vous voulez être servi en même temps ou avant les États-Unis. Donc c'est un véritable chantage. Malheureusement, c'est jamais assez pour l'industrie pharmaceutique. On le constate, ils sont vraiment. On estime à 1,5 milliard l'argent reçu par Sanofi au seul titre du crédit impôt recherche depuis 10 ans. Donc ça fait partie des aides qu'ils reçoivent. Mais bon, là-dessus, je pense que Jean-Louis développera. Et on paye une troisième fois. Absolument. Donc maintenant, pour parler de la question de la production et de la relocalisation, à proprement parler, pourquoi c'est essentiel. Nous, l'Observatoire, on a beaucoup travaillé pendant la première vague du Covid sur la question des pénuries de médicaments. Un matin, on reçoit un appel du président de la commission médicale de l'assistance de la PHP, de la PHP, qui nous dit on est très inquiet parce qu'il nous reste 2 jours de stock de certains médicaments essentiels. Donc les curares qui sont utilisés en service de réanimation, etc., on n'en a quasiment plus. Si on n'en a plus, c'est une catastrophe. Les médicaments utilisés en soins palliatifs, on n'en a plus. Midazolam notamment, des molécules qui sont essentielles dans la prise en charge. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les soignants, il y a une vraie violence, moi je pense un vrai problème éthique dans ce qui a été demandé aux soignants, c'est-à-dire que les soignants ont dû gérer la pénurie. C'est-à-dire que des praticiens hospitaliers se retrouvaient à devoir sous-doser certains médicaments pour certains patients, ne plus utiliser en soins palliatifs certains médicaments pour les garder pour les services Covid et pour masquer la pénurie. Donc Édouard Philippe a déclaré à l'époque il n'y a pas de pénurie, mais en réalité, s'il y a une pénurie, puisque des personnes se sont retrouvées soignées de façon sous-optimale, vraiment de façon dégradée, une prise en charge dégradée, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. D'autant plus que quand on prend la liste de ces médicaments, on parle de médicaments qui sont des vieux médicaments, qui sont faciles à produire, parce que Jean-Louis en parlera, c'est des médicaments qu'on produisait en France avant, qu'on peut facilement produire. C'est-à-dire que si en mars, le gouvernement avait dit
on produit ces médicaments-là sur le sol français maintenant, on aurait pu peut-être avoir les médicaments en stock suffisant pour les personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'on aurait pu... Peut-être qu'on n'aurait pas eu tout de suite la production, les médicaments produits en une semaine ou 2 semaines, mais on aurait pu s'arranger avec d'autres pays, jongler avec des stocks de d'autres pays en rendant des stocks 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Voilà, le problème c'est que le gouvernement n'a pas du tout fait ça. Donc on s'est retrouvé face à des pénuries. Pourquoi ces pénuries? Parce qu'on a laissé... parce qu'on a complètement délocalisé la production de médicaments et de matières premières, qu'aujourd'hui les pays producteurs de matières premières sont principalement la Chine et l'Inde, qui eux, ces 2 pays ont comme vous le savez, la première vague du Covid a d'abord frappé la Chine, donc ça a eu un impact sur le circuit du médicament, parce que ça a freiné la production pendant environ 2 mois des principes actifs. Ensuite c'est l'Inde qui a été touchée, parce que généralement les médicaments la matière première est produite en Chine et ensuite envoyée en Inde où elle est transformée, et ensuite elle est envoyée en Europe ou dans d'autres pays, etc. Donc il y a eu un vrai problème. Le problème, c'est qu'on a donc interpellé le gouvernement sur ça en disant il faut reprendre les choses en main, il faut produire, il faut maintenant qu'il y ait une production de ces médicaments. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer que dans un pays 6e puissance économique mondiale, on manque de midazolam et on manque d'antibiotiques, c'est pas possible. Donc c'est un peu ce sur quoi on a interpellé le gouvernement. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, évidemment, de l'opacité, on a confirmation de toute l'opacité autour de la chaîne de production, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement, les administrations ne savent même pas exactement d'où est produit quoi, par où transite quoi. Voilà. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment c'est sortir les produits de santé et les médicaments de ces logiques d'offre et de la demande et du marché, parce que ça ne fonctionne pas. Par exemple, sur le vaccin, on voit que c'est au plus offrant. C'est-à-dire, si les États-Unis disent on donne plus d'argent à Sanofi pour faire la recherche, donc ce seront les États-Unis qui seront les premiers servis, etc. Donc, on voit bien qu'au final, même si nous, la France, on obtient des stocks, on voit bien que quand même une grande partie de la population mondiale, les pays du Sud, seront jamais approvisionnés. Donc ça pose aussi un problème éthique. Donc peut-être que nous, on peut donner de l'argent à l'industrie pharmaceutique, mais ça pose quand même un grand problème éthique pour aussi beaucoup d'autres pays. Donc peut-être pour conclure sur ces questions, je voudrais aussi donner l'exemple du vaccin. Les vaccins qui sont en cours de développement sur le Covid. Là aussi, on a un problème. C'est que comme il y a une logique de concurrence et donc de marché autour du développement de ce vaccin, donc il n'y a pas de coordination entre les développeurs de vaccins. Malheureusement, ça a conduit certaines firmes, comme on est dans une logique comme toutes les firmes qui développent le vaccin veulent être les premières à mettre un vaccin sur le marché, on a négligé certaines pistes de recherche. C'est-à-dire qu'on met tous nos œufs dans le même panier en termes de recherche vaccinale. Ce qui fait qu'on risque, alors qu'on est en train de dépenser des milliards et des milliards d'euros en aide publique au développement de ce vaccin, de se retrouver avec une dizaine de vaccins qui marcheront à 10% ou à 5%, qui seront des vaccins médiocres. Ça c'est vraiment le fait que la recherche et le développement de nos produits de santé soient vraiment inscrites dans une logique de marché et d'offre et de la demande. C'est-à-dire que ce qui compte pour les industriels, c'est d'arriver à mettre un produit sur le marché, le breveter, avoir un monopole dessus, le vendre à un prix très élevé. Alors que la façon dont les produits de santé devraient être gérés, ce sera en fonction d'une planification sanitaire où on dirait voilà de quoi on a besoin, voilà les produits de santé dont on a besoin, dont nos sociétés ont besoin, et on va faire en sorte de mettre donc les moyens suffisants pour la recherche fondamentale, la recherche et le développement, et pour la production. Donc, pour nous, la question de la relocalisation de la production publique, ça implique tout ça. Et c'était notamment dans la proposition de loi de la France Insoumise, qui a été vidée de sa substance, on peut le dire, par la majorité à l'Assemblée en commission affaires sociales en mai dernier. Ça faisait partie vraiment de cette proposition de loi qui me semblait
très intéressante parce que c'était à la fois une question de production, relocaliser, avoir un pôle public du médicament, produire localement, publiquement les médicaments dont on a besoin pour ne pas en manquer, et en plus planifier en fonction des besoins sanitaires de nos populations, de la population, et pas en fonction de ce qui va permettre aux industriels de mettre quelque chose sur le marché, qui vont vendre en plus avec à coup de marketing, et pas forcément dans un intérêt de santé publique. Voilà pour les commentaires, voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et merci beaucoup. Bonjour, donc déjà je commençais par vous remercier de votre écoute, parce qu'on a besoin de passer certaines informations sur l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, et voilà, on a besoin de dire un peu notre vérité à nous. Donc déjà merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Donc je suis Jean-Louis Perrin, coordinateur adjoint CGT dans ce fameux groupe pharmaceutique Sanofi, et je travaille sur un site qui n'est pas très loin d'ici, qui est sur Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence, et un site de production chimique. Il faut savoir que dans le médicament, il y a 3 productions principales. Il y a des médicaments qui sont issus de la synthèse, c'est-à-dire de la chimie, par réaction chimique on produit un médicament. D'autres médicaments sont issus de la biochimie, donc là on est plus dans la fermentation, les choses comme ça, et d'autres médicaments depuis quelques années sont issus de ce qu'on appelle la biotechnologie, qui se rapproche plus de la façon de fabriquer des vaccins. Juste pour vous présenter en quelques chiffres le groupe Sanofi, ça vous donnera une idée pour les autres groupes, et ça vous donnera aussi une idée des enjeux économiques quand on parle d'industrie pharmaceutique, et vous comprendrez pourquoi pas entre guillemets d'ailleurs, il faut employer les termes comme ils doivent être employés, pourquoi le capital ne veut pas lâcher cette industrie. Sanofi, c'est entre 34 et 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est entre 5 et 9 milliards de bénéfices. Pauline l'a dit, depuis en 10 ans, c'est 1,5 milliard de crédits d'impôt, que ce soit crédit d'impôt recherche et autres. Donc, quand Pauline vous a dit qu'on payait plusieurs fois le médicament, il faut quand même savoir que le crédit d'impôt est aussi une façon de faire payer aux contribuables le médicament, parce que les impôts que Sanofi ne va pas donner à l'État va aller chercher dans nos poches, il n'y a pas de secret, il faut que l'argent rentre, donc s'il ne rentre pas d'un côté, il faut aller le chercher de l'autre. Sanofi, c'est aussi pour cette année, pour 2019, pour l'exercice 2019, c'est 4 milliards de bénéfices reversés à ses actionnaires. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 40 années de dons au Téléthon, à une seule fois. Donc voilà, enfin, à un moment donné, il faut remettre les chiffres aussi dans leur contexte, parce qu'on parle souvent de milliards. Il y a un moment où on ne se rend même plus compte, on ne sait même plus ce que ça peut représenter. Ben, cette année, Sanofi a reversé 40 années de dons au Téléthon à ses actionnaires. Donc, dont environ 200 millions d'euros à Madame Bettencourt, comme si elle en avait énormément besoin, quoi. Donc rien que pour Madame Bettencourt, c'est 2 ans de Téléthon. Et encore, quand on parle de 2 ans de Téléthon, c'est 2 ans de promesses de dons, hein. Donc ça reste que des promesses. Et je ne suis pas certain que la totalité des promesses de dons soit réellement donnée. Voilà. Après, en ce qui concerne, donc, pour en revenir au sujet de la relocalisation, il faut savoir quand même, alors Pauline a raison quand elle dit que la plupart des médicaments sont faits notamment sur le continent asiatique, hein. Mais en France, on a des capacités de production. En Europe, on a des capacités de production. Le seul groupe Sanofi a 12 sites de production. Et quand je dis de production, c'est la production chimique, c'est la production chimique ou biotechnologique ou biochimique, c'est-à-dire le principe actif, le médicament en vrac. Ce qu'on appelle le principe actif, c'est la molécule qui va vous soigner. D'accord ?
Après, il y a une autre partie qui est la production pharmaceutique, comme je vous l'ai dit, où on met un conditionnement. Et là aussi, en France, on a des usines de conditionnement. On sait faire. Donc, on sait, en France et en Europe, on sait toujours fabriquer. Alors, j'espère encore pour quelques années, mais si on laisse faire, on risque de perdre la totalité de notre savoir-faire. Mais pour l'instant, on sait encore fabriquer du principe actif, on sait fabriquer le médicament et on sait le conditionner. Par contre, la question que l'on doit se poser, c'est encore pendant combien d'années. Quand on voit les enjeux économiques de ces productions, on se dit qu'il est quand même important de les conserver dans nos pays. Et après, en termes de souveraineté de notre pays, moi, ça me fait un peu sourire quand j'entends parler Emmanuel Macron, qui dit qu'il va relocaliser de la production pharmaceutique en France pour redonner de la souveraineté, de l'indépendance thérapeutique à la France ou à l'Europe. Il faut savoir que quand Emmanuel Macron vous dit ça, il dit qu'il va proposer de l'argent. En réalité, ce qu'il y a derrière ce discours-là, c'est je vais prêter de l'argent à des grands groupes pharmaceutiques, ou donner de l'argent à ces grands groupes pharmaceutiques pour qu'ils relocalisent. Donc on va encore de nouveau payer. Et comment on peut imaginer un pays ou l'Europe obtenir une indépendance thérapeutique en termes de médicaments, si cette indépendance-là, on la laisse aux mains du privé. Il faut savoir que sur la planète, le médicament est un bien privé marchand. Donc comme Renault va vous vendre des Clio, Sanofi va vous vendre du Plavix ou de Doliprane. C'est un bien privé marchand. Et là, il faut qu'on sorte de cette logique-là, on doit sortir de cette logique-là, et c'est à nous, citoyens, de nous emparer de cette problématique pour faire évoluer les choses. Il est plus pensable de nos jours que le médicament soit un bien privé marchand. Nous, ce que l'on veut, c'est que ce devienne, et ce qu'il est normalement, c'est-à-dire un bien pour l'humanité, et certainement pas un bien privé. Donc nous, au niveau du syndicat, on se bat là-dessus, et nous sommes aussi favorables à la création. Certains parlent d'un pôle public du médicament, d'autres parlent d'un grand pôle public de la santé qui intègre le médicament et le vaccin. Quoi qu'il en soit, on est sur la même logique en disant il faut arrêter, il faut absolument que cette industrie revienne aux citoyens. Alors, de quelle façon ou sous quelle forme, ça, il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus. On s'aperçoit que la nationalisation, ce n'est pas toujours non plus la solution, mais il faut absolument sortir des mains de nos actionnaires et du capital, surtout, cette industrie-là. Parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, un laboratoire pharmaceutique avant de regarder les intérêts thérapeutiques ou les intérêts sanitaires, avant de développer un médicament, il ne va pas regarder les intérêts sanitaires forcément thérapeutiques, il va regarder son intérêt financier. Aujourd'hui, dans le groupe Sanofi, il est dit très clairement qu'avant de mettre sur le marché un médicament, on va regarder son intérêt économique. Ça veut dire qu'on pourrait retrouver des molécules très efficaces pour certaines pathologies que l'on ne mettrait pas sur le marché parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique pour le groupe. Et il faut savoir que pour un groupe comme Sanofi, quand il vous parle d'intérêt économique, lui, ce qu'il va regarder, c'est ses profits. Et même un médicament qui pourrait être profitable, et on le voit chez nous, dans Sanofi pour les antibiotiques, mais même un médicament qui pourrait être profitable, s'il n'est pas assez profitable aux yeux du laboratoire, il abandonnera sa recherche, il abandonnera ses essais cliniques pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc, au-delà de se réapproprier et au-delà de relocaliser toute la partie recherche, moi je pense qu'il faut... toute la partie production, pardon, je pense qu'il faut avoir vraiment une vision plus globale et pas simplement parler de relocalisation, mais de réappropriation. Il faut se réapproprier le médicament, et il faut que nos États, et nous, citoyens, parce que finalement l'État c'est nous, donc il faut que nous réapproprions le médicament. Sans ça, on n'y arrivera pas. Moi, je vous donne l'exemple de Sanofi, mais en termes de recherche sur les antibiotiques,
On sait que, et c'est reconnu par l'OMS, et Pauline pourra certainement le dire, mais les prochaines années, alors là on parle beaucoup du Covid parce que voilà, il est d'actualité, mais ça va être quelque chose qui va être de passage. On parle très peu, par exemple, et l'OMS pourtant en parle, mais dans les médias on n'en entend pas parler, on parle très peu de la recherche sur les antibiotiques et de l'autorésistance aux antibiotiques. Pourtant, ça va être l'enjeu majeur des 50 premières années. Et d'après certaines statistiques, il va y avoir, à cause de cette autorésistance aux antibiotiques, on va avoir certainement beaucoup plus de morts que ce que peut faire aujourd'hui le cancer sur la planète. Donc c'est un véritable enjeu. Et Sanofi, sa branche recherche antibiotique, l'a vendu à un laboratoire allemand. Donc ça aussi, il faut être attentif, parce que chaque fois qu'un groupe français comme Sanofi va vendre une partie de sa recherche à un autre groupe, c'est tout autant de savoir-faire et de matière grise qui va partir. C'est pour ça que quand on entend parler de souveraineté d'un pays, cette souveraineté-là, elle ne peut pas passer par le privé, ce n'est pas possible. Ou du moins du privé, on va dire au sens capitaliste du terme. Voilà, moi je préfère plutôt le débat et les échanges, donc après je peux continuer, il n'y a pas de souci. Non, je vais quand même vous parler d'une chose, parce que vous allez en entendre parler, certainement dans les médias, dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Sanofi va lancer une grande campagne, accompagnée de M. Macron, pour soi-disant relocaliser de la production pharmaceutique. Donc Sanofi vous allez entendre sûrement parler que Sanofi va créer un grand groupe, et ce grand groupe va permettre de relocaliser de la production pharma. Alors quand Sanofi dit qu'il va créer, en réalité Sanofi va créer une entreprise, c'est vrai, mais voilà, le terme créer, ça reste toujours positif dans la tête des gens, et donc derrière la réflexion va s'arrêter au fait que ce soit positif. Alors sachez que Sanofi va créer une entreprise dans laquelle il sera actionnaire à plus qu'à 30%, et sur les 12 sites qu'il a de production en France et en Europe, 6 vont rentrer dans cette société. Ça veut dire que 6 sites sur les 12 que Sanofi détient actuellement à 100%, 6 sites vont être détenus par Sanofi plus qu'à 30%. Donc sous prétexte de vouloir relocaliser, Sanofi va se désengager de son outil industriel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Elles sont courtes en plus, donc on aura du temps pour échanger et discuter ensemble. Et je pense que c'est bien comme ça. Moi, je voulais juste donner aussi quelques éléments. D'abord, repartir effectivement d'un constat, qui est le constat qu'a commencé à dresser Pauline tout à l'heure, qui est ce constat des pénuries de médicaments, dont il faut bien comprendre que si le Covid a donné un éclairage sur ce sujet, qui était peut-être un sujet assez méconnu, pour autant, ces questions-là de pénurie de médicaments, elles ne sont pas nouvelles, elles n'ont pas commencé avec le Covid. En réalité, les pénuries de médicaments, on est en capacité de les mesurer. Il y a un critère qui permet de recenser une pénurie de médicaments. C'est si un certain nombre d'établissements de santé ou de pharmacies, 5% des pharmacies qui sont enregistrées dans le système qui permet de comptabiliser, ne sont pas capables de s'approvisionner en un médicament pendant une durée de 72 heures. Et dans ce cas-là, on est capable de dire attention, sur ce produit, il y a eu une occurrence de pénurie de médicaments. Ces pénuries de médicaments, il faut savoir qu'on a les chiffres de l'année 2017, il y a eu 538 cas de rupture de médicaments en 2017. C'est 12 fois plus que ce qu'on avait eu à l'année 2008. L'année 2008, c'était 44 cas de rupture de pénurie de médicaments qui avaient été recensés. Il y a un sondage BVA assez récent, je crois qu'il date de 2019, qui dit qu'environ un Français sur 4 aujourd'hui a déjà été confronté à cette difficulté de pénurie de médicaments. Alors bien sûr, la crise du Covid, elle a permis d'éclairer ça sur les éléments que donnait Pauline, mais c'est bien important de comprendre que les pénuries de médicaments, elles n'ont pas commencé avec cet événement extraordinaire ou exceptionnel. Parce que certains pourraient dire, oui, mais là, c'était difficile de prévoir, etc., etc. Mais non, c'était déjà problématique avant.
le fait qu'il y a une fragilité aujourd'hui dans la chaîne de production pharmaceutique qui fait qu'on est confronté à ce type de pénurie de médicaments. Alors comment on peut... D'abord, quels sont les médicaments qui sont les plus concernés? Ça, on est capable de le dire aussi. C'est les médicaments du cancer, c'est les antibiotiques, c'est les vaccins, c'est les traitements pour les maladies cardiaques, pour l'hypertension en particulier, qui sont les catégories de médicaments qui sont aujourd'hui les plus frappés par ces problèmes de pénurie. Donc, pourquoi ce type de pénurie? C'est ça, je pense, qu'il faut qu'on comprenne et qui va nous amener au sujet du débat d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été donnés par Pauline et Jean-Louis. Le premier, à mon avis, élément d'explication, c'est, ça a été dit, il y a un éclatement dans la chaîne de production. C'est-à-dire que la recherche, la production du principe actif et la conception du médicament lui-même, alors que historiquement, il pouvait avoir lieu sur une même unité géographique. Aujourd'hui, en fait, il y a un éclatement, c'est-à-dire que vous allez avoir la R&D dans un pays, la production du principe actif dans un autre, et puis éventuellement la conception du produit fini du médicament dans un autre. Donc ça veut dire une plus grande dépendance, une plus grande faiblesse de la chaîne de production, parce qu'il suffit qu'un des maillages de la chaîne se retrouve en difficulté pour qu'on n'arrive pas à produire le médicament lui-même. Le deuxième élément, qui est clairement relié aux logiques de rentabilité et aux logiques du privé qui ont été évoquées juste avant moi, c'est cette volonté de minimiser les coûts de stockage et donc d'être dans une production qui soit au maximum une production à flux tendu. Donc on ne stocke pas les médicaments et donc quand on est confronté à un phénomène de demande accrue type une épidémie qu'on n'a par principe pas pu prévoir avant, eh ben on n'a pas les stocks et donc on est obligé de produire. Et si en plus les endroits où on produit sont les premiers endroits frappés par l'épidémie dont il est question, donc pas en mesure de garantir les productions nécessaires, eh ben, on se retrouve confronté à ce type de difficultés. Le troisième paramètre, il est lié là aussi, c'est une concentration accrue du secteur dans quelques grands groupes pharmaceutiques qui a conduit en fait à une logique de spécialisation, c'est-à-dire on prend une usine qui produit que ça, une usine qui produit que ça, une usine qui produit que ça, et ça aussi, ça donne de la fragilité dans la chaîne de production, parce que quand il n'y a qu'un endroit qui est en capacité de produire un produit en particulier, bah, si cet endroit est confronté à une difficulté, bah forcément tout le reste de la chaîne ne peut pas suivre. Donc ça, c'est un phénomène qui est aussi important et qui là aussi est clairement relié à la logique de rentabilité financière, parce que cette logique de spécialisation des usines, elle sert à faire en fait des économies d'échelle et donc elle sert à augmenter des taux de profit. On voit bien que c'est vraiment la logique de la rentabilité financière qui guide la production pharmaceutique en France, mais dans le monde de manière générale, et pas une logique d'intérêt général, d'être en capacité de répondre aux besoins sanitaires qui s'expriment dans la société. Et puis, sans doute, on peut aussi pointer des logiques de rentabilité dans les choix stratégiques qui sont faits par les grands groupes pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont les plus intéressants de produire parce qu'ils rapportent plus d'argent, et il y a des médicaments qui sont moins intéressants, qu'il est moins intéressant de produire parce qu'ils rapportent moins d'argent. Par exemple, peu d'intérêt à aller sur la production des médicaments génériques, parce que par principe, par définition, on ne se fait pas beaucoup d'argent avec. Peu d'intérêt d'aller sur des médicaments à faible valeur ajoutée, donc les médicaments les plus anciens, ceux qui ne nécessitaient pas une innovation technologique extrêmement importante, ce n'est pas forcément très intéressant de les produire, parce que ce n'est pas là où on gagne de la valeur ajoutée dans la production. Donc là aussi, il y a une logique de rentabilité qui conduit à des choix avec des médicaments qui vont être produits en grande quantité et au contraire des médicaments sur lesquels les productions vont être extrêmement faibles. Et puis le dernier élément, c'est le sujet de notre débat, c'est des logiques de délocalisation. Elles ne sont pas déconnectées, ça a été bien dit avant moi, des éléments que je viens de pointer ici, mais clairement, elles conduisent et elles augmentent la fragilité dans les chaînes de production et elles nous empêchent d'avoir un principe de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire quelle est la demande de la population en médicaments, et puis quelles sont nos capacités de production nationale qui fait qu'en fonction d'une planification sanitaire, on soit en capacité de dire on va avoir besoin de tel médicament, etc. On est dépendant de productions qui ont lieu en dehors de la France, en dehors de l'Union européenne, et qui en plus effectivement sont l'objet de grands groupes privés qui ont leur propre agenda et qui ne répondent pas aux exigences qui sont les exigences formulées par la population et qui sont des exigences d'intérêt général. Donc ça, c'est des éléments de constat qui amènent à se dire pourquoi relocaliser. Bon. Et ensuite, effectivement, il y a la question de comment relocaliser. Parce que vous avez observé que
tout le monde maintenant parle de relocalisation de l'industrie pharmaceutique, ça a été bien dit, et y compris ça donne lieu à des opérations de maquillage ou de camouflage. Ah oui, on a compris. Quand Sanofi dit que maintenant ils vont relocaliser l'industrie pharmaceutique, j'ai envie de dire très bien, sauf qu'ils font partie quand même des principaux responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Là aussi, on a quelques chiffres sur ces questions de relocalisation. En 1990, il y avait 349 usines identifiées sur le sol français qui étaient soit dans ce que moi j'appelle le secteur primaire, c'est-à-dire la fabrication des principes actifs, soit dans le secteur secondaire, c'est-à-dire la conception du médicament lui-même. En 2017, il n'y avait plus que 247 usines identifiées. On a perdu, en presque 30 ans, on a perdu 100 sites de production de médicaments en France. Une grosse partie aujourd'hui des usines qui sont identifiées par ailleurs, elles jouent en réalité plutôt un rôle de sous-traitant pharmaceutique pour les grands groupes qui, par exemple, Sanofi dit à tel groupe, vous allez produire tel médicament qu'on a sous brevet ou sous licence, on vous sous-traite la production de ce médicament lui-même. Donc il y a encore des sites, mais la capacité, la diversité des acteurs en fait est assez faible parce que l'ensemble pratiquement des sites sont contrôlés par quelques grands géants dans l'industrie pharmaceutique, mais j'ai des bons connaisseurs du sujet à mes côtés, je pense qu'ils pourront préciser ces éléments si vous le souhaitez. Donc maintenant, comment on relocalise ? Bon, et là, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on ne veut pas être dans une opération de communication sur la relocalisation qui va consister encore à distribuer de l'argent public à des acteurs privés en contrepartie, ou même sans contrepartie, parce que ça c'est une spécialité du gouvernement Macron, mais même parfois en contrepartie d'engagements qui sont extrêmement flous, extrêmement à court terme, extrêmement temporaires, parce que rien ne vous dit que dans un an ils n'ont pas changé d'avis, parce que l'opinion publique, l'attention publique n'est plus la même et l'exigence de relocalisation n'est plus la même, alors la seule solution c'est la question de la maîtrise publique du secteur de l'industrie pharmaceutique. Et effectivement c'est cette logique qui a conduit à ce que le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale a déposé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant on peut dire de là, une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est intéressant de vous donner quelques éléments sur cette proposition de loi dont il faut bien dire que c'est un premier pas. Il y a sans doute des éléments à préciser dedans, ça a été dit par Jean-Louis tout à l'heure. D'abord, est-ce que c'est un pôle public du médicament ou plus largement un pôle de la santé dans lequel il y a une partie fabrication des médicaments, mais il y a aussi à partir de quels actifs, en quelque sorte, on constitue ce pôle public du médicament. Il y a des instances publiques aujourd'hui qui existent, on peut décider qu'on les mobilise, mais si le pôle public du médicament il est uniquement constitué de ça, il n'y a pas les capacités de production. Aujourd'hui, les capacités de production, elles sont détenues par le privé. Et donc les questions qui vont être posées, c'est est-ce qu'il y a des nationalisations ? Est-ce qu'il y a des réappropriations collectives ? Est-ce qu'il y a des sites qui sont menacés de fermeture où l'État dit « Ah ben, si vous voulez fermer, moi je le reprends ». Ça, à mon avis, c'est des questions qui sont encore entières et je pense que le débat qu'on doit avoir entre nous, il doit nous permettre de préciser. Mais dans cet élément et dans cette proposition de loi de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, il y avait déjà un certain nombre d'éléments. D'abord, sur le statut juridique, c'était l'idée de créer un établissement public, effectivement, donc on était bien sûr un pôle public, là, plutôt du médicament. Ensuite, dans les missions qu'on confiait à ce pôle public du médicament, qui sont détaillées dans la proposition de loi, si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site de l'Assemblée nationale. La proposition de loi, à l'avantage de celle-ci, c'est une proposition de loi courte. Alors moi, je suis parlementaire européen, c'est rarement le cas, mais à l'Assemblée nationale, on arrive à faire des propositions de loi courtes, donc qui est facilement lisible et consultable. Non, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est toujours intéressant de réfléchir à comment la réflexion théorique, ensuite on la décline en termes législatifs. Donc c'est la constitution d'un établissement public avec des missions qui sont clairement précisées. Assurer une relocalisation et une production publique selon un principe de planification sanitaire. Garantir l'approvisionnement et la constitution d'une réserve stratégique, parce que même si on a une production publique relocalisée, ça n'empêche pas le fait que de temps en temps, il y a des moments où il y a des pics, parce qu'il y a une épidémie et qu'on peut mieux se préparer, et je pense que ça ne serait pas très difficile que ce que le gouvernement français a été préparé face à la crise du Covid, mais il y a toujours un élément d'incertitude, vous ne pouvez pas tout prévoir non plus. Donc il faut avoir des réserves stratégiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit sur les masques, c'est pourquoi il n'y avait pas les réserves. Bon, c'est pareil sur les médicaments. Quelles sont les réserves stratégiques ? Donc une des missions
de ce pôle public, c'est de constituer des réserves stratégiques. Garantir l'autonomie en matière sanitaire, assurer un contrôle des prix, ça a été évoqué par Pauline, mais il y a des éléments liés aussi à la tarification. Je pense que tu pourras nous donner quelques exemples, mais vous pouvez voir qu'il y a des fois des facteurs, par exemple, hier tu nous as parlé d'un médicament, c'est de l'insuline je crois, hein, entre ce qui est vendu en France et aux États-Unis, qui sont des facteurs de multiplication par 400, c'était ça le chiffre que tu nous avais donné, alors que vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec le coût de la production lui-même. On n'est plus du tout dans un rapport entre le coût de la production et le coût de la commercialisation du médicament. Et donc, un pôle public du médicament, il doit avoir aussi une mission de contrôle des prix du médicament lui-même. Et aussi, et c'est important de le dire, parce que moi, je ne veux pas que la volonté d'indépendance, d'autonomie sanitaire, elle soit identifiée ou perçue comme une volonté égoïste de pouvoir seulement nous approvisionner, nous, en médicaments, mais avoir un pôle public du médicament, avoir des capacités de production, c'est aussi être en capacité de pouvoir fournir de l'assistance médicale à des pays qui sont confrontés à des épidémies, parce que nous, on a notre stock de médicaments, et là, on peut dire, ah, vous en avez besoin, ben, on est là pour vous aider, parce que je pense qu'on est aussi attaché à des principes de solidarité, d'internationalisme, et que la fierté de la France aussi et du peuple français, c'est de pouvoir aller aider quand il y a des difficultés ailleurs. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'indépendance, non seulement on n'est pas capable de garantir nos propres besoins, mais on n'est même pas capable d'aller aider, ou trop faiblement en tout cas, quand il y a des besoins ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est les missions, il y en a d'autres, hein, mais j'ai identifié les principales qui seraient donné à ce pôle public du médicament. Ensuite, il y a une question de composition de qui dirige. Parce que quand on dit pôle public, je veux dire, il faut aussi tenir compte des échecs d'une forme d'appropriation publique qui, des fois, se traduisait par une absence totale de démocratie et une forme de prise de pouvoir d'une bureaucratie. C'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui pilote ce pôle public du médicament. Dans la proposition de loi, on dit des scientifiques, des représentants des usagers, des parlementaires, pour faire en sorte qu'il y ait les différentes dimensions, des représentants des usagers et des salariés, ça me paraît important aussi, pour faire en sorte qu'il y ait les différents points de vue en fait, qui soient représentés dans le contrôle de ce pôle public du médicament. Il y a les questions de financement, et là, la proposition que la France Insoumise a mis sur la table dans cette proposition de loi, c'était l'idée justement d'aller récupérer le crédit impôt recherche, ça a été dit, qui honnêtement aujourd'hui est utilisé d'une manière déplorable. Des fois, ça sert à vraiment financer des projets de recherche, mais honnêtement, souvent, il y a un détournement du crédit impôt recherche pour permettre en fait à des entreprises privées de capter de l'argent public, et ça, c'est pas possible. C'est très peu efficace aujourd'hui le crédit impôt recherche. Donc là, on a une manne, on a une source de financement, elle ne suffira pas, mais possible pour amorcer la constitution d'un pôle public du médicament. Voilà, ça c'est un peu pour vous détailler ce qu'il y a dans la proposition de loi qu'a déposée la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Honnêtement, c'est pas le truc à prendre ou à laisser. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant dans le débat, il n'y a pas de problème pour dire attention, peut-être que là c'est une erreur. Et je pense que l'idée c'est de progresser aussi en débattant et en discutant. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on met dans ce groupe-là. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toute cette question, mais je voulais vous faire un zoom sur un site de production pharmaceutique dont on a un peu parlé ces derniers mois, qui est le site Famar, qui n'est pas très loin d'ici, à peu près de Lyon. Pourquoi vous faire un zoom sur ce site? Parce qu'il a été vraiment menacé de disparition. A priori, il y a une offre de reprise là, par un grand groupe qui est un groupe libanais, je crois, mais qui va se traduire par pratiquement une suppression de la moitié des emplois. Hein. Et c'est un ancien de Sanofi. Mais peut-être que tu pourras nous donner des éléments sur Famar. Je voulais insister sur Famar parce que je crois que c'est un bon exemple, en fait. Et je crois que ça illustre bien dans quelle mesure aussi un pôle public du médicament, il pourrait avoir une capacité d'intervention. C'est-à-dire que quand vous avez un site comme ça qui est menacé de fermeture, et que les salariés ont appelé les pouvoirs publics à l'aide pendant des mois. Bon, finalement, il y a une reprise, mais franchement, c'est une reprise, il y a la moitié des emplois qui vont être perdus, et on ne sait pas pendant combien de temps cette reprise, elle va être vraiment effective. Et en plus, vous dites que ça a des liens avec Sanofi. Le site Famar, c'est un site, c'est pas un site de production de principes actifs, hein, c'est un site de transformation des médicaments.
Il produit à peu près 60 médicaments, dont 12 médicaments qui sont d'intérêt thérapeutique majeur. Tu pourras peut-être nous préciser qu'est-ce que cette notion d'intérêt thérapeutique majeur, elle veut dire, mais en fait c'est les médicaments essentiels, quoi, ceux dont on a vraiment besoin parce que ça peut conduire à un risque vital, hein, sur la vie des citoyens. Pour certains de ces médicaments, le site Famar, c'est le dernier producteur en France, en Europe. Dans le monde, je crois, pour un antiparasitaire, ce qui s'appelle la notésine, qui a encore été commandé par l'OMS en 2015-2016. Le site Famar, il produit de la Nivaquine, vous connaissez sans doute, c'est un médicament contre le paludisme. Il produit des infectiologues, des antipsychotiques. Et ce site-là, on n'a rien fait pendant des mois. Et finalement, il y a cette offre de reprise. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elle correspond à l'idée qu'on se fait et à l'enjeu qui a été pointé par la crise du Covid sur la question pharmaceutique. Et donc l'État a toujours ce double discours, c'est-à-dire en même temps des grandes phrases, des grandes paroles sur on a compris, il faut arrêter d'être dépendant, on va relocaliser de l'industrie pharmaceutique. Et quand on a l'occasion effective de faire quelque chose, parce que là c'était pas très compliqué de dire on reprend, et puis on l'inclut dans un pôle public du médicament, et là il n'y a rien, il n'y a personne, et on attend qu'il y ait une offre de reprise qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir aussi cet élément-là. Je ne veux pas être plus long pour laisser de la place au débat. Merci de votre attention. Merci Pauline et Jean-Louis. Et puis on va vous laisser la parole. Peut-être qu'on peut prendre, pour bien faciliter la discussion, 3-4 questions. On répond, 3-4 questions, on répond, et puis on voit combien de cycles on a. Alors on n'a personne pour faire passer le micro. Alors si vous pouvez venir ici, quand je... Ouais. Ah, c'est super gentil. On va commencer là, mais vous inquiétez pas, tout le monde pourra. Donc là. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis... j'enlève mon masque, ce sera plus simple. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Valentin, je suis du coup militant dans le livret de l'économie sociale et solidaire, et du coup j'aimais beaucoup le mot de réappropriation. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, à la fois parce qu'il y a évidemment un enjeu de relocalisation, mais aussi un enjeu démocratique de contrôle sur ce qui se passe au niveau du médicament. Et moi, j'aimerais attirer votre attention sur une solution qui a été proposée récemment par François Dechy, qui est maire de Romainville, et Jérôme Sadier, qui est président de SS France. Vous avez peut-être vu cette tribune qu'ils ont publiée dans Le Monde il y a quelques jours ou semaines, qui appelle à créer des coopératives, un réseau de coopératives de production de médicaments pour justement se réapproprier la production de ces médicaments-là. Des coopératives un peu particulières, donc c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est des coopératives qui ont la particularité de pouvoir associer différents types de publics, différents acteurs. Évidemment des usagers, des médecins, les salariés qui produisent, ça peut être aussi des mutuelles, ça peut être les collectivités. Donc ça ne s'oppose absolument pas à une gestion publique, puisque ça peut être au contraire coordonné et permettre la coordination. Et du coup ma question c'était tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là au niveau d'une solution coopérative ? Ok, merci. Alors on va faire une alternance homme-femme. Donc j'ai vu une camarade ici qui a une question, et puis après on reviendra là-bas. Oui, bonjour. Moi, regardez le masque, bon d'accord, c'est vrai. Excusez-moi. Moi, je voulais signaler, on n'a pas parlé de l'homéopathie, là, de l'industrie homéopathique. Dans les laboratoires Boiron, il y a eu beaucoup de licenciements en cours. J'aurais aimé savoir si ça rentrait dans le même protocole que les médicaments autres, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors on va aller là-bas. Après on reviendra par ici, vous inquiétez pas. C'était par rapport, donc, admettons qu'on crée le pôle public du médicament qui va s'occuper soit de la production, distribution, commercialisation, ou un des éléments. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on s'affranchit des règles européennes de concurrence déloyale parce que tout ce qui est entreprise privée
comme Sanofi, Novartis, etc., ils ne vont pas se laisser manger par un pôle public qui ne va pas avoir de dépenses marketing à gérer, donc il va pouvoir proposer des prix potentiellement beaucoup plus bas. Dans quelle mesure est-ce que nous, on va pouvoir lutter contre l'Europe qui va dire bah, attendez, c'est de la concurrence déloyale, on vous met une amende de X. Ok. On peut faire peut-être un premier tour de réponse. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps, on en fera d'autres. Je vous laisse commencer. Okay. Alors peut-être pour répondre alors sur la question de la coopérative, je pense, la question de la coopérative, ça me paraît assez intéressant. Un des risques, un des problèmes qu'on peut identifier s'il n'y a pas de sorte de réappropriation ou planification plus centralisée ou en tout cas de coordination, c'est la question de l'enregistrement au niveau de l'agence de médicaments. C'est-à-dire que les médicaments génériques, les princeps, c'est-à-dire les médicaments, le premier médicament qui est sous brevet, qui est mis sur le marché, et ensuite les génériques qui suivent, ils doivent être quand même enregistrés, ils doivent quand même passer certaines étapes de non-toxicité, d'essais cliniques, de bioéquivalence, etc., auprès des autorités sanitaires, des agences du médicament, donc de l'ANSM, et de l'Agence européenne du médicament. Donc il y a quand même cette question de la qualité, auquel ne peut pas se soustraire une coopérative. Par exemple, si une coopérative décide de mettre un générique du paracétamol, de le produire, il faudra quand même que la coopérative soumette à l'ANSM tout un dossier montrant que la biodisponibilité, la bioéquivalence du médicament est la même que le princeps. Donc le médicament de référence. Donc ça, l'aspect réglementaire a un impact sur le prix, a un impact sur la complexité quand même de la chaîne. C'est quand même quelque chose à prendre en considération. On ne peut pas se dire, tiens, on va tout d'un coup produire dans notre petite unité ça, et puis pouvoir le distribuer comme ça, parce que ça ne se passe pas complètement comme ça. Je voudrais donner un exemple, j'ai oublié un peu dans ma présentation, mais je voulais vous donner quelques exemples très rapidement internationaux qui peuvent être intéressants. Je pense au Brésil. Le président Lula au Brésil, au début des années 2000, a décidé a vraiment développé une politique industrielle du médicament et des produits de santé, donc notamment les vaccins et les diagnostics, en disant maintenant, à partir de maintenant, le Brésil va tenter, pour approvisionner son système de santé universel, qui est un peu comme le nôtre ou comme le NHS au Royaume-Uni, c'est-à-dire avoir une production locale de tous les produits de santé, ne plus en importer, être autodépendant en produits de santé pour achalander les hôpitaux publics brésiliens. Et ça, le Brésil a réussi à très bien le faire. Donc le Brésil est un pays qui produit localement la matière première, les médicaments, toutes sortes de médicaments, les diagnostics, les réactifs de diagnostic, les vaccins. C'est un pays qui produit énormément de médicaments et ça permet au système de santé brésilien de rendre accessible à la population des anticancéreux, des médicaments contre le sida, etc. Donc ça montre quand même que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible de sortir, parce que c'est une production publique au Brésil, donc ça montre quand même que c'est possible de sortir le médicament d'une logique purement d'offre et de la demande et de marché, et d'avoir une production publique basée sur une planification publique. Pour quelques autres exemples internationaux très rapides, au moment des pénuries de médicaments pendant la crise du Covid, donc je rejoins complètement Manuel Bompard qui disait que c'était un problème structurel et pas uniquement conjoncturel, la question des pénuries. Au moment des pénuries, on a déposé l'Observatoire aux côtés du collectif Interhôpitaux, Interurgences notamment, on a déposé une requête au Conseil d'État demandant à l'État de réquisitionner les moyens de production au niveau national pour produire les médicaments dont on avait besoin, dont notamment Famar. L'État a refusé. Il faut savoir quand même que l'Allemagne et l'Espagne l'ont fait. C'est-à-dire que l'Allemagne, pendant la crise du Covid, l'Allemagne et l'Espagne ont réquisitionné des moyens de production pour produire des réactifs pour les tests, pour produire des médicaments. Donc ça veut dire aussi que c'est pas... Parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, c'est quelque chose d'absolument impensable dans le système actuel, capitaliste, etc. Mais on voit que nos voisins, même l'Allemagne, le fait. Donc ça pose quand même des questions. Dernier exemple international, l'Italie a, il y a 3 semaines,
publié un décret obligeant les firmes pharmaceutiques à publier les contributions publiques qu'elles ont reçues dans le développement des médicaments pour justifier des prix qu'elles demandent. Donc ça, c'est une grande avancée en termes de transparence, c'est une vraie victoire. Et ça, normalement, ça devrait pouvoir être fait. Si l'Italie le fait, on doit pouvoir le faire. Donc ça fait partie des choses que nous, on pousse l'Observatoire. Je voulais ajouter un dernier point, un tout dernier point, sur la question des génériques. Souvent, on pense que les génériques rapportent rien. Mais attention, ça c'est complètement faux. Les génériques, le paracétamol produit, vendu 2 € la boîte, ça rapporte énormément d'argent. Le problème, c'est que les ordres de grandeur, les échelles ont tellement explosé avec les médicaments à 2 millions d'euros l'unité que c'est des profits qui sont moins importants. Mais il faut savoir que les producteurs de génériques font énormément de profits. Un des problèmes, c'est la concentration du marché, le fait que les producteurs indiens, par exemple, ont été rachetés en grande partie par des multinationales, françaises, américaines, etc. Donc il y a tous ces acteurs, il y a de moins en moins d'acteurs différents, ils sont quasiment tous les mêmes. Sur les diagnostics, c'est pareil. Et ça, c'est le dernier point que j'ai aussi oublié, mais par exemple, ce qui nous a sauvés pendant la crise du Covid au début sur les tests PCR, c'est le fait que nos hôpitaux, les CHU, les laboratoires des CHU étaient équipés de plateformes, ce qu'on dit, ouvertes. Parce qu'il faut savoir que sinon, notre gouvernement, notre État, etc., utilisent quasiment que des plateformes fermées. Des plateformes fermées, c'est quoi? Par exemple, c'est comme la machine Nespresso qui est là-bas à l'entrée. Si vous mettez une capsule, vous mettez votre échantillon que vous voulez analyser, et ça vous sort les résultats. Sauf que quand une crise comme le Covid arrive, et que vous n'avez pas développé de test parce que ça n'a pas un intérêt commercial pour le propriétaire de la machine Roche ou Abbott d'avoir un test Covid, et ben votre machine, elle ne peut pas faire des tests Covid parce qu'elle est bloquée. Voilà, elle est bloquée, vous n'avez pas de capsule Covid. Donc ce qui nous a sauvés, c'est nos plateformes ouvertes. Donc c'est pouvoir se réapproprier absolument ce qu'il y a dans nos laboratoires, etc. Voilà, désolée d'avoir été un petit peu longue, mais c'était des points que j'avais oubliés et qui me paraissaient importants. Si je peux me permettre de rajouter 2 petites choses. Sur le prix, c'est la communication des laboratoires pharmaceutiques qui joue pleinement son jeu, hein, mais un médicament à fabriquer, alors on parle de la fabrication, hein, un médicament à fabriquer, pour l'industrie pharmaceutique, ça ne coûte rien. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Moi, je vais vous donner des ordres d'idées, hein, pour des médicaments que je connais parce qu'ils font partie du groupe Sanofi. Pour prendre un médicament qui fait parler de lui en ce moment, la Dépakine, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Ce médicament, le site qui le produit, on a un seul site qui le produit en France et fait la production mondiale, c'est le site de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce site de production, pour fonctionner, il a besoin d'un budget de 15 millions d'euros. Et il produit la totalité de la Dépakine pour le monde, pour un chiffre d'affaires de 420 ou 450 millions d'euros. Donc ça veut dire que pour produire ce médicament, vous faites un chèque en début d'année de 15 millions d'euros. À la sortie, vous avez produit pour l'équivalent de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il faut arrêter de nous dire que fabriquer du médicament, cela coûte cher. C'est faux. La plupart du temps, quand les laboratoires pharmaceutiques délocalisent pour soi-disant faire des économies, certes, ils font des économies, parce que pour un laboratoire, si vous économisez 10 € du kilo, c'est 10 € du kilo qui est économisé. Mais il y a aussi une deuxième volonté aussi pour les laboratoires de délocaliser, c'est que bien souvent, et ça a été dit, je crois, par Manuel, mais il me semble que ça a été dit, il y a aussi pour pénétrer ce que les groupes pharmaceutiques appellent leur marché, parce qu'il faut savoir que les patients, pour eux, c'est un marché, rien d'autre, hein, et c'est comme ça qu'ils les appellent, ils disent le marché. Pour pénétrer le marché, si vous allez en Chine, effectivement, la Chine a besoin de s'approprier les outils de production. Donc quand Sanofi veut vendre un médicament en Chine, la Chine lui dit c'est pas compliqué, il va falloir produire chez nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on paie c'est aussi comme ça qu'on paie de la délocalisation, parce que Sanofi se dit comme je suis obligé de produire ce médicament, si je veux le vendre, c'est comme je suis obligé de le produire en Chine,
ben, au lieu de conserver ma petite usine qui est en France ou ailleurs, ben, je vais faire la totalité de la production dans ce pays-là, parce que la France, elle, me le demande pas. Donc, après, là, on rentre dans notre problème, c'est le protectionnisme. Mais ça, c'est encore autre chose. Je ne vous dis pas que il faut faire comme la Chine, mais à un moment donné, il faut aussi se poser peut-être les bonnes questions et se dire que nous, et c'est là qu'il faut se dire, et apprendre la notion de réappropriation, c'est se dire qu'est-ce que nous, pays comme la France, nous pouvons faire pour faire en sorte de pallier à ces problèmes de rupture d'approvisionnement du médicament, mais aussi, comme l'a dit Manuel, aider d'autres pays qui n'auraient pas les possibilités de produire, parce que ça aussi c'est important, et je pense que la France, depuis toute son existence, l'a prouvé, on est aussi tourné vers les autres et les autres pays. Et l'aide de ces pays-là, et l'aide des citoyens de ces pays-là. Et je pense qu'aider des pays comme des pays sur le continent africain, par exemple, pour avoir de la thérapie contre le sida, c'est aussi important. Et s'approprier des outils de production pour aider ces pays-là, je pense que là, ça doit être même un devoir de la France. Après, il y avait la question sur les coopératives. Alors, je ne vous cache pas qu'on y a, au niveau du syndicat, on y a réfléchi, notamment parce qu'on a des exemples de coopératives qui ont fonctionné. Alors, il faut quand même se mettre dans la tête, et Pauline l'a dit, on est quand même dans une industrie particulière où il y a la réglementation est fortement importante. Après, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et en dehors de la réglementation, quand on voit les difficultés que peuvent rencontrer, mais pourtant ils y arrivent, et qu'ils peuvent rencontrer et qu'ils ont rencontré, par exemple par rapport au Fralib et Unilever à Génémos, même aujourd'hui, Unilever met des bâtons dans les roues au Fralib. C'est le T1336, pour ceux qui connaissent plus la marque. Et pourtant, il n'y a pas les mêmes enjeux économiques. Là, on est à quelques centaines de millions d'euros. Alors, imaginez une coopérative qui va de salariés ou de citoyens ou de mélange de tout ça, qui va se créer. Imaginez les bâtons dans les roues que va pouvoir y mettre l'industrie pharmaceutique. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait marcher et qui pourrait être rentable. Et quand je dis rentable et profitable, je parle que c'est de l'argent qui serait récolté par rapport aux bénéfices qui pourraient être faits, serait réinjecté dans la recherche et dans le circuit. Le problème aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, c'est que l'argent qui est généré par les ventes de médicaments, la totalité ne va pas dans la santé. Il y a une partie qui va dans la santé du capital, et c'est là où ça gêne et ça blesse. Peut-être juste pour ajouter un tout petit mot sur la concurrence déloyale, parce que je suis désolée, j'ai oublié ce point-là de répondre tout à l'heure. À partir du moment où le médicament n'est pas sous brevet, et encore là, il y a des choses qu'on peut utiliser dans la loi française pour contourner les brevets si on le souhaite. Mais à partir du moment où le médicament n'est pas sous brevet, il ne peut pas y avoir de concurrence déloyale. C'est-à-dire que si la France décide pour un générique de fixer à 50 centimes le prix ou le 10 €, s'il n'y a pas de brevet, on fait comme on le souhaite. Là-dessus, c'est pas. Alors bien sûr, il y a une réglementation sur le prix des génériques, mais en tout cas dans la fixation du prix du premier générique, ça peut être aussi bas qu'on le souhaite. Donc au contraire, la question de la concurrence déloyale, il faut la poser dans le sens inverse. C'est-à-dire que comme on est dans un marché ultra concentré, il y a certains pays, certains collègues avec qui on travaille, en Afrique du Sud notamment, qui ont utilisé les lois pour la concurrence, les lois antitrust, pour remettre en question l'ultra-concentration qui fait qu'il n'y a aucune concurrence. Et que justement, c'est ça qui fait que les firmes sont en capacité, peuvent imposer des prix tels que 2 millions d'euros. Parce que ça, c'est vraiment concurrence déloyale. Il n'y a pas de concurrence, plutôt. Et dernier point, non seulement on a un devoir, je pense, d'exporter, d'aider les populations dans les pays du Sud,
Et là, je parle au député européen qui est à côté. La France, à travers la Commission européenne, négocie des accords bilatéraux avec des pays du Sud pour augmenter les standards, ce qu'on appelle les standards de propriété intellectuelle, la durée des brevets. Et ça a pour conséquence, dans certains pays, d'empêcher la production de génériques au niveau local. Ça a déjà eu des conséquences terribles. Il y a eu un accord de libre-échange signé en 2010 entre la Commission européenne avec la Colombie et le Pérou, et ça fait augmenter le prix des médicaments de façon considérable dans ce pays. L'Union européenne a tenté de négocier un accord avec la région Mercosur, notamment le Brésil. Heureusement, le Brésil a réussi à empêcher que les produits pharmaceutiques soient inclus dans les négociations, mais ça a été une demande de l'Union européenne très forte. Et ça aurait eu, parce que nos collègues au Brésil, nos collègues qui travaillent dans la santé publique, ont fait des études d'impact. Si on avait mis les clauses que la Commission européenne voulait, ça aurait fait augmenter de façon considérable le prix des médicaments. Donc on a des études d'impact là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une volonté très forte de l'Union européenne à travers la Commission européenne d'empêcher les pays du Sud, vraiment de les empêcher de produire les médicaments pour leur population. Alors je réponds vite fait juste à la dernière question qui n'a pas été posée, ensuite on fera un petit tour de questions ici. La plupart des éléments de réponse ont été donnés, je les partage, je veux juste dire sur... la question que Pauline vient d'évoquer, c'est important parce que je pense que dans la bataille contre les accords de libre-échange, qui est effectivement une bataille qu'on mène au Parlement européen, on oublie souvent cette dimension médicale et sanitaire. On parle, et à juste titre, souvent de la dimension agricole, de la dimension du modèle du libre-échange lui-même, mais c'est vrai qu'on parle assez peu de cette question-là. Et il faut savoir que, par exemple, l'accord sur le Mercosur, aujourd'hui, même si M. Macron a fait une opération de communication il y a exactement 1 an, parce que c'était pendant nos amphis de Toulouse, en disant qu'il se retirait du Mercosur, très bien, sauf que les discussions au niveau européen sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, elles ne sont pas du tout terminées, elles ont continué. En l'occurrence, il n'est pas impossible que assez vite, là, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, le sujet revienne sur la table et que la France soit amenée à se prononcer sur la ratification de cet accord. Clairement, je pense que ce n'est pas une surprise, nous sommes opposés, mais je vous rappelle que par exemple sur le dernier accord de libre-échange avec le Canada, malgré notre opposition, malgré les rapports d'experts sur le sujet, l'accord est passé. Bref, on n'est pas en conférence sur l'accord de libre-échange, mais Pauline a raison de pointer cet élément et ça me paraît important de le dire. Sur la question des mobilisations sociales dans les laboratoires Boiron de l'homéopathie, ça soulève 2 débats. Il y a un débat puisqu'en fait c'est la direction... justifie ces suppressions d'emplois par le fait qu'il y a eu une décision de déremboursement de l'homéopathie. Alors bon, honnêtement, je pense que ça mériterait une conférence à part entière de débattre de ce sujet. Donc je ne veux pas forcément ouvrir le débat sur le sujet du déremboursement. Par contre, il est clair que les salariés eux-mêmes disent à la direction très bien, mais c'est un prétexte. Donc il y a d'autres manières que de nous licencier en utilisant cette décision comme prétexte. Donc il y a des mobilisations très récentes sur le sujet. Et je pense que comme souvent, nous on est du côté des salariés, il n'y a pas de raison que ce soit eux qui payent le prix de décisions qui ne sont pas les leurs, quel que soit ce qu'on en pense par ailleurs. Donc voilà, c'est des mobilisations très actuelles là, ces derniers jours. Donc je pense que oui, il faut relayer aussi ces mobilisations-là. Voilà, je ne veux pas être plus long pour qu'on ait le temps de discuter une deuxième fois, donc peut-être si tu peux commencer, et puis là-bas, on va faire 4 questions ici, puis après on reviendra de l'autre côté. Je voulais demander s'il était envisageable d'imaginer que les décideurs des autorisations de mise sur le marché en France soient totalement libérés de toutes les influences des industries pharmaceutiques, et s'il est envisageable d'assurer un contrôle strict de cette liberté totale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aux députés européens, est-il envisageable aussi d'imaginer que le prix de certains produits soit identique dans tous les pays européens? Prenons l'exemple du capteur Freestyle de la marque Abbott pour les diabétiques. Ce capteur, en France, coûte aux alentours de 50 € et est remboursé par la Sécurité sociale. En Italie, il coûte 4 fois plus cher et il n'est pas remboursé. Quand on est à Chamonix, si on veut avoir son capteur Freestyle, il faut bien connaître son pharmacien, il faut aller demander qui vous le réserve pour être sûr de l'avoir. Parce que tous les Italiens prennent le tunnel du Mont Blanc, ils viennent chercher les Freestyle dans les pharmacies de Chamonix. C'est bien, hein, le pharmacien de Chamonix me dit c'est formidable. Formidable, j'ai un marché extraordinaire, je sais d'avance combien je vais en vendre, et puis je suis payé tout de suite parce qu'il paye cash. Mais
est-il envisageable sur le plan européen d'imaginer ce genre de choses? Alors, pour les trois qui sont là. Donc, bonjour à tous. Je voulais poser une question par rapport à la stratégie de la France insoumise, justement, sur tout ce qui était par rapport au contrôle et à la limitation de tout ce qui était chantage au prix, etc., au niveau de la méthode de créer des commissions. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, selon moi, de directement s'attaquer au groupe de manière étatique, c'est-à-dire au lieu de payer des subventions au groupe Sanofi, directement racheter des parts de Sanofi, attaquer directement le conseil d'administration pour que justement l'intérêt commun, le bien commun soit respecté en fait. Et que ce soit à l'État de le faire. Alors après, j'ai plus ou moins entrecompris le fait qu'il y avait des réticences sur le côté de la nationalisation. J'aimerais aussi qu'on précise ce point-là. Voilà. Bon, j'ai deux questions rapides et puis une petite réflexion. C'est par rapport... comment dire, je me souviens un petit exemple, que dans les années 90, face à l'explosion du sida en Afrique, Mandela avait dit très clairement aux Américains, ou vous fournissez les médicaments à prix coûtant, on va les fabriquer nous-mêmes en désobéissant et en refusant les licences. Et les Américains avaient été mis devant le fait accompli, mais il faut dire qu'il avait un continent quand même derrière lui, quoi. Ça, c'est une petite réflexion par rapport à la désobéissance qu'on peut avoir aussi par rapport à certaines règles européennes, etc. Une question très directe. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le palu fait 2 millions de morts sur la planète par an et qu'on n'a aucune recherche, rien il y a quelques médicaments, je t'entendais parler de la Nivaquine, etc. Mais quand je voyageais dans les années 70 en Afrique, il y avait déjà la Nivaquine et on sait aujourd'hui que le virus il est résistant à ce type de médicaments. Tout ce qui est issu de la quinine. Ça, c'est une question directe. La troisième chose, c'est une petite réflexion. Moi, je fais partie d'une génération qui a été systématiquement vaccinée quand on était gamin. C'était les politiques de santé après la guerre, où l'enfant était mis au cœur de tout, et notamment au cœur des problèmes de santé, quoi. Il fallait lutter, il fallait éliminer la tuberculose, etc. Et on a été vaccinés tous du BCG à l'école, on a tous des marques sur l'épaule. À l'époque, il y avait des petits laboratoires qui fabriquaient des vaccins, qui étaient des vaccins nationaux, qui étaient d'ailleurs, je crois que c'était sous contrôle de Pasteur, il me semble, mais qui étaient des vaccins nationaux et qui étaient fabriqués dans des petits laboratoires. La concentration de l'industrie pharmaceutique a conduit à ce qu'on ferme les petits laboratoires et que pour rentabiliser ce type de vaccins, on les a fabriqués en grande quantité, donc pour la conservation, on y a mis des adjuvants qui ont provoqué des accidents. Et aujourd'hui, il y a une véritable méfiance qui est en train de se développer et de monter d'un certain nombre de citoyens vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et notamment vis-à-vis de la vaccination, quoi, qui est le résultat de ce type de problème. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps, alors pas seulement de relocaliser, mais de favoriser à nouveau le développement de petits laboratoires locaux, alors, qui créent des emplois au niveau. Alors je sais que ça a un coût, il y aura plus de salariés, etc. Mais est-ce que la santé n'est pas à ce prix-là, quoi ? Bonjour. Dans un premier temps, je vous remercie d'avoir fait ces interventions qui sont excellentes. Merci beaucoup. Je suis Nayan, animateur du groupe local de Vigny-sur-Seine. J'aimerais savoir, dans un premier temps, imaginons que la France décide de relocaliser tous les produits pharmaceutiques. Pour la France, combien cela va coûter? Et est-ce que vous pensez que la France a les main-d'œuvre nécessaire de produire tous les produits de A à Z et de les commercialiser? Merci. Je vais essayer de répondre à quelques-unes des très, très intéressantes questions et commentaires qui ont été faits. Sur la question pour commencer peut-être la question des liens d'intérêt malheureusement entre les agences du médicament et les industriels.
oui, il faut souhaiter qu'à un moment donné, ce soit plus le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'on a cru au moment du procès, on a cru au moment du scandale sur le Mediator que peut-être des choses allaient changer. Il y a eu la FSAPS a été dissoute et a été remplacée par la NSM, mais ça n'a pas changé grand-chose malheureusement. En effet, il faut espérer que les agences du médicament puissent être débarrassées des liens d'intérêt et donc répondre avant tout aux enjeux sanitaires et non uniquement commerciaux. Donc c'est absolument souhaitable. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça va avoir lieu? Ça, je ne sais pas, mais j'espère. Peut-être une réponse sur la question des prix des médicaments ou des produits de santé qui sont différents d'un pays à l'autre de l'Europe. En fait, en Europe, chaque pays, chaque État membre est libre de fixer de la façon dont il le souhaite le prix. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas de négociation entre un producteur de médicaments et le gouvernement. Par exemple, si le laboratoire Novartis dit 2 millions d'euros, ce sera 2 millions d'euros. Et après, il s'arrange. Le système de santé allemand décide ou pas de rembourser, de payer. Les médecins sont incités ou désincités à prescrire. C'est un peu compliqué. En France, c'est différent puisqu'on a un comité économique des produits de santé qui négocie des prix avec les industriels. En Italie, c'est encore différent, mais maintenant ils ont donc ce décret sur la transparence qui a eu lieu. Donc peut-être on peut espérer que ça ait un impact positif sur les prix. Mais donc dans ce contexte où chaque État membre a la possibilité de choisir son modèle de fixation du prix des médicaments, les importations parallèles, ce qu'on appelle les importations parallèles entre États membres sont possibles. Donc un citoyen d'un pays de l'Italie peut aller en France pour chercher un médicament à un prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être pour simplement un point sur la question du paludisme, de la recherche du paludisme, comment expliquer ça? Là, ça rejoint un des points que j'ai mentionné tout à l'heure sur une recherche qui est tournée vers malheureusement des objectifs de maximisation des profits et pas d'enjeux de santé publique. C'est pour ça qu'on se retrouve avec dans les 3 grandes maladies, ce qu'on appelle les 3 grandes maladies infectieuses, le sida, la tuberculose et le paludisme. Sur le paludisme et la tuberculose, il n'y a quasiment aucune recherche. La tuberculose, c'est pareil. La tuberculose, c'est l'infection, c'est la maladie infectieuse qui tue le plus au monde. Aujourd'hui, la recherche de la tuberculose est quasi exclusivement une recherche publique et caritative. Donc, par exemple, pour donner un exemple, un des médicaments qui a été mis sur le marché sur la tuberculose, qui est un des premiers médicaments qui apporte quelque chose en très très longtemps, plusieurs décennies, la bédaquiline, c'est un médicament dont le développement a été financé par de l'argent caritatif et de l'argent notamment de Médecins sans frontières, etc. C'est eux qui ont financé les essais cliniques. Sauf que c'est le laboratoire Janssen qui a déposé des brevets dessus et qui maintenant vend ce médicament pour $20 000 le traitement aux États-Unis. Donc là, on est toujours dans le même problème, c'est-à-dire que nos États investissent beaucoup d'argent public. C'est nos États qui, en fait, les risques, parce qu'on parle constamment des risques pris par les industriels, mais en fait, les risques, ils sont pris par nos États. C'est nos États qui prenons les risques de développement, de recherche, de fondamentales, etc. Et les firmes pharmaceutiques, elles arrivent en bout de chaîne, quand elles voient qu'un produit est prometteur, elles le rachètent ou elles l'acquièrent sans même dépenser quoi que ce soit. Et les profits sont privatisés et les risques sont publics. Voilà. Ça paraît très important. Sur le VIH, sur l'histoire du sida, je pense que c'est très important d'apporter un point, la réflexion sur Mandela, etc. Donc, au début des années 2000, les traitements contre le sida qui ont été mis sur le marché ont été mis sur le marché pour 10 000 euros par an par personne. Donc, c'était évident que 10 000 $ par an par personne, c'était impossible pour des personnes en Afrique d'y avoir accès. Ce qui s'est passé en 2001, c'est que les génériqueurs indiens ont dit, nous, on va mettre quasiment un prix de production des médicaments sur le marché. Et le prix a chuté de 10 000 $ à 350 $. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à des millions de personnes dans le monde d'avoir accès à ces traitements. C'est ça vraiment qui a permis... voilà. Et ça, en fait, il faut rappeler quand même que la France, comme dans énormément de pays, sont membres de l'Organisation mondiale du commerce, doivent à ce titre octroyer des brevets pour une durée minimum de 20 ans et que ça limite quand même les possibilités pour les pays de faire ce qu'ils veulent
en termes de production, mais malgré tout, dans ce cadre, on a quand même une marge pour produire des génériques. Ouais, je vais essayer de répondre une seule fois à une partie des interrogations. Très clairement, le fil conducteur de toutes vos questions, c'est la question qu'il y a vraiment derrière, c'est comment l'on peut faire pour sortir cette industrie de ce système capitaliste. Parce qu'en fait, toutes vos questions et toutes les questions que vous posez viennent du problème que le médicament, et je le répéterai, et tant qu'il faudra le répéter, je le répéterai, est considéré comme un bien privé marchand. Et tant que le médicament sera considéré comme un bien privé marchand, il y aura toujours des personnes qui seront derrière, des personnes privées ou des entreprises qui se diront, puisque c'est un bien privé marchand, j'ai des profits à faire et je vais chercher à faire un maximum de profits. Le jour où le médicament n'aura plus aucun intérêt économique pour le privé s'en désintéressera totalement. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et vraiment, le nerf du problème, c'est celui-ci. Concernant la question du savoir-faire, de la main-d'œuvre, est-ce qu'on a la capacité de faire la totalité des médicaments ? Bien sûr que non, parce que on n'a pas la capacité de fabriquer toutes les matières premières qui rentrent dans la fabrication d'un médicament. Un médicament, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Hein, et vous avez tout un tas d'ingrédients à y mettre à l'intérieur. Et à la fin, vous avez votre plat, votre médicament qui est fait. Donc on n'a pas la capacité, mais on a quand même la capacité d'en faire une grande partie. Après, concernant la nationalisation, il y a une question, alors je ne sais plus qui c'est qui a posé la question sur la nationalisation et quelles pouvaient être nos craintes et tout. Sanofi est fait en grande partie de Ron Poulenc et de Delphes Aquitaine. Donc voilà, ça vous donne une partie de la réponse. La nationalisation n'a pas évité la création de Sanofi. Parce que la nationalisation, et ce qu'on fait d'une entreprise qui est nationalisée, c'est l'État qui le décide. Donc le jour où il a l'intention de vendre, il vend son entreprise au privé, quoi. Et c'est le privé qui profite des deniers publics. Donc c'est pour ça que, après il faut voir ce que l'on met derrière le terme nationalisation. Et c'est vrai que moi au terme nationalisation, je préfère le terme réappropriation, parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus générique, c'est sûr, mais c'est plus parlant que nationalisation. Se réapproprier l'outil industriel, se réapproprier la chaîne de médicaments, c'est plus parlant. Après, il reste à savoir comment. Et la question acheter des actions pour entrer au conseil d'administration, moi je veux bien, mais ça veut dire qu'on alimente le système, quoi. Et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et puis avant d'avoir une majorité de blocage, on va avoir du temps. Alors moi, à l'achat d'actions, je préfère le terme réquisition. Alors pourquoi pas réquisitionner un portefeuille d'actions de Sanofi à hauteur de la majorité? À la limite, j'entends, mais acheter des actions, donner encore de l'argent public au labo, ça me paraît fait. Voilà. Surtout qu'il faut savoir que, si je prends l'exemple de Sanofi, entre 2016 et 2018, à 1 ou 2 ans près, excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais entre 2016 et 2018, Sanofi a racheté pour détruire sur 2 ans, à hauteur de 3 milliards d'euros d'actions. C'est-à-dire que pour maintenir son cours et pour continuer à augmenter le bénéfice net par action, on rentre un peu dans la stratégie, dans l'économie, dans la finance, mais Sanofi, pour conserver son niveau d'action et continuer à rémunérer à la hauteur qu'il avait prévu ses actionnaires, a été dans l'obligation de diminuer le nombre d'actions qu'il y avait sur le marché, donc a racheté ses propres actions et les a détruites à hauteur de 3 milliards d'euros. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 3 milliards d'euros. Et là, c'est vraiment 3 milliards d'euros qui ont été jetés au feu, quoi. C'est 3 milliards d'euros qu'on ne retrouvera plus. Voilà. Après, il y avait la question du palu, mais je crois que tu as répondu. Je crois qu'on a fait le tour. Nationalisation. Ah oui, stratégie. Alors par contre, en termes de stratégie
et du prix du médicament. Pardon, je suis peut-être un peu long. Ouais. Il y a un intérêt auquel on ne pense pas toujours dans le fait de se réapproprier et notamment d'être capable de donner à un État la capacité de fabriquer ses propres principes actifs, ses propres médicaments. Donc, et souvent on l'oublie, alors Pauline l'a un peu survolé, mais en France on a l'outil législatif qui nous permettrait, par exemple, qui permet la licence d'office. Ça veut dire qu'il y a un produit qui est sous brevet, le laboratoire pharmaceutique veut le vendre trop cher, on a la possibilité, si l'on veut, de faire tomber ce brevet. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a fait tomber le brevet, on n'est pas capable de le fabriquer en France. Enfin, l'État n'a pas les moyens de fabriquer. S'il avait les moyens de fabriquer, ça serait un sacré moyen de pouvoir lors de la négociation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, en grossissant le trait, hein, mais vous avez la Sécu d'un côté, et de l'autre, vous avez le laboratoire pharmaceutique qui vient mettre son médicament miracle sur le marché, et il dit, voilà, ça coûtera 100. Et là, la Sécu dit, bah non, ça fait un peu trop cher. Je caricaturise, mais c'est fait volontaire. Hein. Là, la Sécu dit, non, ça fait trop cher. Moi, je veux bien payer jusqu'à 80, mais pas 100. Et là, le labo dit, bah, si c'est pas 100, il n'y aura rien. Voilà. Et je vais voir, et je pars dans un autre pays. Si en face, la sécurité sociale, et c'est pour ça qu'on parle d'un grand pôle public de la santé qui inclut le médicament, si en face, la sécurité sociale avait les moyens de dire ben écoute, tu veux toujours ça, même si je te propose 80, licence d'office, c'est-à-dire je fais tomber ton brevet, et derrière, j'ai les moyens de fabriquer. Là, on a une véritable arme, de dissuasion. Alors que cette arme-là, aujourd'hui, on ne l'a absolument pas. Le laboratoire pharmaceutique, mais il rigole. Même si l'État en face lui dit je vais faire fabriquer par un autre, le labo va dire mais vas-y, fais fabriquer par un autre. Mais l'autre, moi, je suis son client principal. Donc il sait que s'il va fabriquer pour toi, il va perdre son client principal. Donc l'État ne trouvera même pas un façonnier pour fabriquer ce produit-là. Donc c'est vrai que même si on arrive à avoir des usines qui fonctionnent peut-être pas à 100%, alors nationalisées ou pas, enfin bref, même si on arrive à se réapproprier certains sites de production, ça servira, même si ces sites-là ne tournent pas à 100%, ils serviront, même sans tourner, il faudrait faire des économies. Merci. Allez, il nous reste 2 minutes pour 2 questions. Tu voulais dire un mot de complément? Tu peux le faire à la fin, en conclusion? C'était juste par rapport à une réponse. Vas-y. C'est Jérôme est aussi membre de l'Observatoire de la transparence des médicaments. Il fait tout. Donc je suis Jérôme de l'Observatoire avec Pauline. C'était 2 précisions très rapides sur la question de la... Le micro marche pas? Sur la question de l'Afrique du Sud, Pauline vous a répondu, mais il faut aussi savoir que les laboratoires, une quarantaine de laboratoires, ont porté plainte contre le gouvernement d'Afrique du Sud à ce moment-là. Donc ça n'a pas été uniquement Nelson Mandela 10 ans aux États-Unis, surtout qu'à ce moment-là, c'était plus Nelson Mandela. Ça a été une mobilisation des malades sur place et des activistes internationaux. Et si j'insiste sur cette précision, qui est pas un petit peu hors sujet, c'est qu'il faut bien comprendre que tous les progrès qu'on vous indique en matière de prix du médicament, d'accessibilité, de connaissances, viennent avant tout des activistes et des malades. C'est très important à prendre en compte parce qu'en fait, c'est effacé ensuite. C'est effacé par un système médiatique. Alors on a des journalistes qui font bien leur travail, mais on en a quand même aussi beaucoup dans des quotidiens de référence qui nous demandent des heures et des heures de formation pour leur expliquer les points techniques, qui nous leur demandent les contacts qu'on peut avoir de pharmacologues, d'universitaires, et on termine, donc c'est nous qui leur faisons le travail pendant des heures et des heures bénévolement, et on se retrouve avec des articles très longs, souvent intéressants, mais où la parole, c'est uniquement les industriels, les politiques. Et la parole, enfin voilà. Et donc, si on n'a pas conscience qu'en fait, au départ, ça vient des activistes en dehors des partis, en dehors de toute autre mobilisation des premiers concernés, on perd un peu un point. Et sur la question des conflits d'intérêts, donc nous, on a mis en place l'année dernière sur notre édition Mediapart, parce que pour l'instant, on n'a pas de site, donc c'est accessible à tout le monde, un observatoire de la transparence sur Mediapart. On a mis en place ce qu'on appelait une checklist de la transparence, tous les éléments qu'il faudrait avoir pour parler de transparence, et notamment sur les questions des conflits d'intérêts de tous les acteurs de la chaîne, pas uniquement ceux que vous avez indiqués, mais aussi les médecins prescripteurs, les associations de patients, enfin voilà. Merci. Alors, il nous reste 4 minutes pour 2 questions, on les fait vite. Il y en a une là et une là. Je vous demande de faire très vite pour ne pas mettre en danger les comptes d'après. Merci. Sécurité et transparence des médicaments de façon un peu simple.
Et je voudrais aborder la question aux deux extrêmes, le plus simple et le plus complexe. Le plus simple, les génériques. Expliquez-moi pourquoi, quand il y a une AMM avec tous les termes de sécurité sur le produit Princeps et Initial qui a été validé, pourquoi on met des génériques qui sont des médicaments low cost, faits à l'autre bout du monde, quitte à ce que les enveloppes des gélules aient un risque cancérigène. Expliquez-moi pourquoi on ne vient pas à des choses transparentes et simples et on ne fait pas en disant vous faites le même produit et on prendra le moins cher. Alors ça, c'est ma première chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une mafia du fric à ce niveau des génériques. Bon, c'est mon opinion personnelle, peut-être que vous allez pouvoir me dire autrement. À l'autre bout de la chaîne, dans les médicaments les plus nouveaux, il y a les médicaments cellulaires et puis génétiques. Jusqu'à maintenant, il y avait un contrôle pour la sécurité des médicaments et démentez-moi, j'ai la notion que ce contrôle a été simplifié pour permettre à ces médicaments de passer rapidement et d'avoir des autorisations. C'est nouveau qu'en termes de vaccins, on propose des vaccins maintenant en quelques mois, alors qu'avant il fallait des années. Là, il me semble qu'il y a un problème. Personnellement, je ne me ferais pas vacciner avec ces nouveaux vaccins. Je suis médecin généraliste retraité. Il y a des choses qui m'ont complètement mis en colère. Et je suis très très émotionné. Je n'ai pas l'habitude de parler en plus. Bon, voilà, merci. Merci. Allez, la dernière pour monsieur, camarade, et puis après, on répondra rapidement. Oui, moi c'était plutôt une précision sur, à l'heure actuelle, quelles sont les capacités de production françaises ou européennes pour subvenir à la population française ou européenne. Ça, c'était juste savoir, à l'heure actuelle, si on parle de renationalisation, de réappropriation, quelles sont les capacités françaises, combien on importe, etc. Parce que moi, c'est des chiffres que j'ignore totalement. Et du coup, je trouvais ça très intéressant, le fait de protéger la recherche publique, mais du coup, ce n'est pas fait encore. C'est-à-dire que tous les brevets qui tombent chez les privés, les recherches publiques qui sont brevetées ensuite par les privés, pourquoi n'existe-t-il pas de protection justement de cette recherche publique? Voilà, c'était une des deuxièmes questions. Et j'en avais une troisième, mais je vais la laisser tomber. Merci. Merci à vous. Pour pas alourdir avec la conclusion, je laisse répondre, parce que c'est surtout pour Pauline et Jean-Louis. Et après, je vous remercie dès maintenant de votre attention pour la suite. Allez. Merci. Alors peut-être pour répondre très rapidement, une première partie de votre question, votre remarque sur les génériques. Il faut savoir que par exemple, et c'est vrai qu'on peut reprocher aux génériques par exemple de ne pas avoir la même couleur, etc. Et c'est vrai que des gens peuvent se perdre quand ils passent d'un médicament, d'un Princeps à un générique, à d'une autre marque, etc. On peut se perdre. Ça, il faut savoir que c'est le droit de la propriété intellectuelle, la question du droit des marques qui empêche un producteur de générique d'utiliser la même couleur, la même forme pour un médicament. Donc ça c'est aussi lié au système de propriété intellectuelle. C'est fait à dessein par l'industrie pharmaceutique, par les multinationales. C'est vraiment contre les génériques. C'est justement pour que les génériques soient montrés du doigt comme étant des solutions sous-optimales. Pour les génériques, il faut vraiment penser qu'il n'y a pas les multinationales versus les producteurs de génériques. Il y a des producteurs de génériques qui sont indépendants, mais il y a aussi beaucoup de producteurs de génériques qui appartiennent aux multinationales. Donc, c'est des sortes de sous-traitants. Donc, on ne peut pas reprocher aux médicaments génériques d'être responsables par leur bas coût de mauvaise qualité, etc., puisque c'est les mêmes producteurs, c'est les mêmes firmes. C'est juste une marque qui change, mais ça reste des groupes qui appartiennent aux mêmes. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais la plupart, c'est... Voilà. J'ai oublié la dernière, le vaccin. Oui, alors voilà, non, c'était, je voulais répondre sur, il y a la question du vaccin, mais je voulais répondre sur la question de la recherche publique, comment la protéger. Il faut savoir qu'à partir du moment où, dans le système des brevets, à partir du moment où une connaissance est dans le domaine public, donc par exemple, si aujourd'hui je découvre quelque chose de fabuleux, je ne sais pas, avec le masque, si je publie ça sur Internet, ce n'est plus brevetable par personne, parce que ça ne remplit pas les conditions de brevetabilité, c'est-à-dire que l'étape de la nouveauté, en fait, ça a été déjà publié, donc je ne peux pas le breveter.
Donc si la recherche publique, si l'assistance publique Hôpitaux de Paris découvre un test demain contre le Covid, s'il le publie sur Internet, c'est plus brevetable après par personne. Donc ça résout cette question, on n'est pas obligé de breveter pour empêcher des brevets de d'autres. Par ailleurs, il faut savoir que la PHP et l'INSERM déposent énormément de brevets, mais qui sont malheureusement ensuite donnés sous licence pour rien du tout aux firmes privées qui ensuite font payer une deuxième fois à l'assurance maladie les prix. Sur la question des vaccins, malheureusement, c'est ce qu'on disait aussi. Le vaccin aujourd'hui, il y a une telle guerre géopolitique, géostratégique, pour qu'un pays et un laboratoire mettent en premier un vaccin sur le marché, que là, on est en train de sauter toutes les étapes de réglementation sanitaire, qu'on ne se concentre absolument pas sur la qualité finale, sur la complémentarité des différents vaccins en cours de développement, et que c'est très préoccupant sur ce qui va arriver sur le marché. Donc ce qui va arriver sur le marché sera probablement pas négatif, toxique d'un point de vue de santé publique. Bon, ça encore, on ne sait pas de façon sûre, mais en tout cas, on ne sait pas si ce sera un vrai bénéfice. Voilà. Donc c'est des milliards d'euros et on ne sait pas si ce sera utile ou efficace. Oui, alors j'avais... Non, mais en fait, on s'est organisé, on répond 2 fois aux questions. Des fois, si vous n'avez pas compris, au moins là, on est sûr que tout le monde aura compris parce qu'on vous répond 2 fois. Et pas toujours, toujours à peu près pareil, mais pas toujours avec les mêmes mots. Non, sur l'accélération des mises sur le marché des médicaments, c'est un vrai scandale, très clairement. Ouais, on va certainement passer à côté de certaines choses et on va vers des problèmes de santé très certainement. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques mettent la pression sur tous les organismes d'État pour accélérer au maximum la mise sur le marché. Alors là aussi, c'est pas compliqué, hein. C'est que tout le temps qui est passé à faire des essais cliniques, c'est du temps qui coûte au laboratoire et c'est la durée du brevet qui court aussi. Donc ça veut dire autant de temps que le médicament ne pourra pas être exploité sous brevet en ayant l'exclusivité du marché, comme le disent les laboratoires pharmaceutiques. Donc effectivement, c'est un vrai problème. Je suis bien d'accord avec vous et je crois que le Covid va rien arranger parce que là, maintenant, les laboratoires pharmaceutiques mettent aussi la pression sur les États pour faire en sorte d'avoir le lancement de vaccins de plus en plus rapide. Et ça va être, c'est un véritable enjeu pour demain. Malheureusement, les États se mettent à genoux et acceptent les conditions des laboratoires. C'est comme ça. Et ce qu'a fait Trump avec Sanofi et le Covid, c'est pas simple. Alors, c'est aussi pour des problèmes économiques, mais c'est aussi pour mettre la pression à l'Europe en général, pour qu'ils puissent accélérer les essais cliniques sur le continent. Très clairement, ça a été aussi fait pour cela. Et donc Sanofi, quand Sanofi a dit « je vais donner l'exclusivité aux États-Unis », c'était pour dire faites ce que font les États-Unis, c'est-à-dire donner de l'argent et accélérer les essais cliniques. Voilà. Sur la capacité... Vous pouvez y aller, j'ai fini avec vous. Juste pour au revoir. Juste pour répondre rapidement à votre question. Alors très honnêtement, personnel, j'ai pas du tout les chiffres ou les capacités, mais de ce que l'on peut voir et connaître au niveau européen, on va parler pas simplement français, on a largement les capacités de produire les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, très clairement. Après, il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a toute une politique qui rentre aussi derrière de stock. Pour les groupes pharmaceutiques, comme pour n'importe quelle entreprise privée, le stock, ça coûte de l'argent et ça a été expliqué. Si on arrive à gérer nos volumes de production et nos capacités de stock, on a largement la place de retrouver une indépendance thérapeutique au niveau de la France et au niveau européen. Il y a la place, on a la possibilité, on a le savoir-faire. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas falloir attendre encore quelques années, parce que sinon, on n'aura plus la matière grise, on n'aura plus le savoir-faire, on n'aura plus l'outil industriel. Et ça, c'est important, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour protéger cela. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et merci à nos intervenants. J'espère que ça vous a plu et bonne suite des amphis.